Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. Aujourd'hui, on va aussi vous parler comment ne pas ruiner votre équipe de dynastie avant même le début de la pré-saison. L'objectif, ça va être comment on construit une dynastie. D'abord, qu'est-ce que c'est une dynastie pour certains nouveaux qui découvrent le format? Comment on construit bien une équipe en dynastie? Comment on maximise la valeur d'un roster en faisant des trades via la draft avec des picks? Et enfin, à quel moment il faut acheter, vendre ou ne rien faire? Ça, c'est quelque chose que l'un de nos invités ne sait pas faire, ne rien faire. On va découvrir qui sont les invités tout de suite et on démarre, c'est parti. Et avec moi, pour cet épisode, j'ai l'homme qui connaît 430 rookies sur le bout des doigts par leur date de naissance et par le prénom de leurs parents. Alex, Lala Packers, comment vas-tu? Marc, salut à tous. Ça fait plaisir de vous revoir en live. Ça va, ça va. Et j'ai aussi avec moi l'homme qui distribue ses pics comme si c'était un brocanteur au marché de Noël, Lucho. Comment vas-tu, Lucho? Bah écoute, tout va bien. Moi, on m'a appris à partager, voilà, et à donner, à distribuer aux pauvres, alors je distribue. Voilà, Denis la brocante. c'est ça. Oh là là, tu m'as ramené en enfance. Et j'aurais pu dire, Lucho, l'homme qui valait 250, combien? 265 millions de dollars. 265, c'est ça, ouais. Brock Purdy, une petite actualité du moment, qui a signé son contrat long terme. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, pour les Niners? Bah après, là, ça parle aussi de la prolongation de Fred Warner qui devrait arriver. Je trouve que là, on, on met beaucoup d'argent sur le tapis. J'espère qu'on va enfin gagner ce foutu Super Bowl parce que là, je trouve que la fenêtre se referme de plus en plus. Ouais. Bah, ouais, elle se referme d'autant plus que le contrat du QB, ça enlève toute la flexibilité que vous aviez. C'est ça, c'est ça. Donc là, je sais pas trop comment on va faire pour retrouver. Après, on a eu beaucoup de départs, donc ça a libéré un peu de cap space, mais voilà. Avec les re-signatures, là, ça va s'amenuiser. Après, on est encore à 47 millions, donc on a encore de Et quoi de quoi faire. revenir. Il n'y a rien de tel que de commencer une émission par une bonne vanne. Bravo, Lucho. Avec plaisir. Salut à tous ceux qui nous suivent en live. On a Cheese Time, Dr. Goot, le sponsor officiel du podcast, Alex C, Anderson Silva, Biotime, Jules NFL, aussi sponsor du podcast, Jer Fern. Vous êtes relou avec vos pseudos compliqués à C'est dire. étonnant. Nimodo infidèle, Zinkou. Voilà, on reprend les choses sérieuses, effectivement. Et ce soir, comme je l'ai dit, on va parler quasiment essentiellement dynastie. Parce que les rookie drafts sont passés. Il y a des dynasties ou pour la plupart en tout cas, il y a des dynasties qui se lancent là en mai, juin. On a celle de Touchdown Actu par exemple qui commence. Il y en a plusieurs qui vont se lancer là-dedans. Nous, on en lancera aussi. Il y a plein de gens qui nous demandent à en faire. C'est pour moi le format le plus sympa de la fantasy. On a commencé à y jouer sérieusement il y a 4-5 ans maintenant. Et du coup, voilà, c'est un peu pour présenter le sujet et puis ensuite rentrer un peu dans le vif du sujet de comment on évalue les joueurs, quelles sont les différences avec la redraft. Évidemment, on parle sur le long terme. C'est déjà la définition de la dynastie. Hein, pour ceux qui connaissent vraiment pas, c'est simplement l'équipe, on la conserve d'une année sur l'autre, on la conserve ad vitam aeternam. Il y a jamais de redistribution des cartes. Et c'est exactement comme être un GM en NFL. On a notre roster, on peut faire des trades, on peut drafter des rookies chaque saison, faire des cuts et essayer d'anticiper un petit peu la valeur des joueurs dans le futur pour construire une super team. Donc voilà. Donc première question, je vais vous demander
pour ceux qui vont commencer, qui ont une draft imminente et qui se disent je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut surtout ne pas faire? C'est le plus important parce que en dynastie, on peut ruiner son équipe avant même d'avoir commencé. Lucho, je vais commencer avec toi. Quelle est la plus grosse erreur qu'un débutant peut faire en dynastie? Ne pas prendre de QB au premier tour. Si c'est Superflex. Sauf si c'est Superflex. Non, si c'est Superflex, justement. Ah oui, c'est si c'est Superflex, oui, ouais, il faut absolument prendre QB. Toi, tu non, perds. Ouais, non, c'est l'inverse, après, Lucho. ouais, c'est ça. Pardon. Voilà, ça prouve mon niveau. Mais je pense ne pas partir sur le meilleur joueur de l'année d'avant. Exemple avec CMC, exemple avec. Il y avait qui? CD Lamb, il y avait plusieurs joueurs comme ça, je crois. Alors peut-être pas CD Lamb, je sais plus s'il avait été premier, mais souvent le top 1 overall d'une année, l'année Pic. d'après, C'est son pic. c'est rarement le meilleur. Alex, toi, si tu démarrais une dynastie, enfin si tu as un conseil peut-être, je sais pas, ton neveu, il se lance dans la dynastie, il dit tonton, vas-y, quelle est la connerie qu'il faut surtout pas faire? De tenir compte des joueurs qu'on te propose via l'ADP tel quel, de faire un ranking à soi, de se renseigner un minimum sur les joueurs avant, de réorganiser un peu le ranking ou l'ADP, mais pas tenir compte de l'ADP. Voire pire, ne pas tenir compte des projections avec le nombre de points et drafter en fonction de ça. Il faut surtout utiliser tous les outils à disposition. Hein. Nous, on a fait un peu des boards. Alors, c'est pas forcément des boards dynastie, mais on a fait des boards. Et après, sur Internet, vous pouvez trouver plein de rankings différents et s'inspirer un peu de ça. C'est le meilleur moyen d'éviter les crashs dès les premières années. Ouais. Ne pas drafter Stroud 1-0-1. Moi, je dirais, pour un débutant, il faut être conservateur, quoi. Il faut essayer comme tu dis, de faire des trucs de consensus. Si c'est votre première dynastie, ne pas faire n'importe quoi, parce que vraiment, autant dans une redraft, si vous vous loupez, le pire qui puisse arriver, ça dure une saison, c'est pas très grave. Là, si vous faites n'importe quoi à la draft, parce que vous n'avez pas compris le règlement. Alors pour moi, voilà, la règle numéro 1, c'est connaître le règlement. Parce qu'il y a toujours des règlements différents. Ça peut être super flex ou pas. Il peut y avoir un premium pour le Titan, c'est-à-dire un point supplémentaire aux réceptions. Il peut y avoir des défenseurs, pas de défenseurs. Il faut regarder le line-up, le scoring. Si vous vous plantez à la draft et que vous arrivez au 5e tour et vous dites mais pourquoi tout le monde prend des QB? Et on l'a vu, je le dis parce qu'on l'a vu. Des mecs qui arrivent au 5e round et qui disent putain, mais pourquoi il y a 25 QB qui sont partis? Je comprends pas. Vous faites quoi, les mecs? Et je fais c'est super flex. Ah putain, j'avais pas vu. Là, l'équipe, elle est flinguée. Vous avez laissé passer tous les QB, vous vous retrouvez avec Zach Wilson et Daniel Jones et des remplaçants, et vous êtes mort. Vous en avez pour 3 saisons à revenir, vous allez vous faire chier. Donc, vraiment faire attention, être conservateur, connaître le règlement et pas faire nimp, surtout pour les 10-12 premiers rounds. Est-ce que vous vous rappelez de votre toute première équipe dynastie? Est-ce que vous avez tenté quelque chose, justement? Est-ce que vous avez été conservateur ou est-ce que vous vous êtes dit je connais pas trop la dynastie, mais je vais tenter un truc, je vais tenter de gagner direct la première année, ou au contraire je vais prendre que des rookies, ou qu'est-ce que vous avez fait? Alex, je te laisse parler parce que moi, je pense que vous la connaissez, ma première dynastie. La toute première dynastie, je suis parti sur des gars beaucoup trop vieux. Donc je me suis retrouvé très vite avec une vraie merde. Non, j'avais été hyper justement, comment on dit, conservateur justement, et par rapport à ce que je connaissais des joueurs, etc. Donc je les ai draftés par rapport à ce que je chantais, et j'étais pas aussi à l'aise sur les jeunes joueurs et notamment les rookies et autres. C'est pour ça que du coup, ne connaissant pas trop encore bien le CFD, le CFB et le process CFB, donc je me tenais avec ce que je connaissais de la NFL. Donc je draftais un peu trop NFL relevant, quoi. C'est vraiment. Et du Plutôt coup, je me que suis fantasy dit. pure. Ouais, voilà, exactement. Plutôt que fantasy pure, dans tout le spectre de joueurs qu'on peut avoir. Et je me suis retrouvé vite avec des blessures et des problèmes de carrière, quoi. Et Lucho, toi, pour quelqu'un qui connaît bien la fantasy, qui tombe pas dans les pièges classiques de la fantasy tout court, mais qui connaît bien et qui essaie de découvrir un peu la dynastie, pareil,
Est-ce que tu te rappelles de ton équipe? Est-ce que tu conseilles à quelqu'un plutôt d'essayer de garder le roster équilibré pour futur et présent, ou au contraire de tenter plus de jouer sur une fenêtre de 3-4 ans dès le départ, ou d'essayer de gagner tout de suite, ou ça dépend? Après, je pense que quand tu débutes, si tu commences vraiment par de la dynastie, c'est que tu as commencé par la redraft, je pense, avant. C'est rare de commencer directement par une dynastie. Donc, tu connais quand même plus ou moins les joueurs qui vont être bons. Et c'est peut-être justement aussi le souci de te dire, je vais faire un peu comme en redraft et je vais partir comme ça sur la dynastie. Parce que c'est le meilleur moyen, comme Alex l'a dit, un peu de te retrouver avec des vieux et de ne pas pouvoir gérer pendant quelques années. Moi, je me rappelle ma première dynastie, enfin mes 2 premières dynasties, je pense que c'est celle qu'on a en commun, notre ligue à nous, où ça a été un désastre monumental parce que j'ai pas réussi à gérer justement le roster et que j'ai tradé un peu n'importe comment parce que justement j'avais pas les outils et j'avais pas la connaissance et je me suis retrouvé avec un roster de merde et je le paye depuis. Mais en fait, la draft va être super importante dans ta stratégie. C'est-à-dire que si tu veux partir vraiment sur des rookies, c'est possible, mais ça veut dire que les premières années vont être très compliquées. Par contre, tu peux partir ensuite sur une dynastie qui va être au bout de 3-4 ans, qui va être très bonne. Ou alors, à l'inverse, c'est un win now et c'est gagner tout de suite maintenant. Et donc, partir sur des gens peut-être un peu plus vieux, quitte à les revendre après pour des pics. Tout dépend de la stratégie. Moi, quand on débute, je pense que l'équilibre, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire commencer peut-être par des joueurs qui sont peut-être un peu plus vieux, du genre 27, 28 ans, et puis après, peut-être partir sur des plus jeunes sur le board qui peuvent rester. Parce que ça te permet de quand même de vivre une saison où tu te dis, il y a peut-être moyen de gagner, plutôt que partir sur une saison où tu te dis, je laisse tomber et on verra les autres années. Ouais. Alors, moi, la toute première dynastie qu'on a fait, je connaissais pas le format. C'est Clément qui m'a dit, ouais, il y a une dynastie, vas-y, je la lance, on draft dans 2 heures. Je fais, bon, ok. Je savais absolument pas ce qu'il fallait faire. Et j'ai drafté, du coup, comme ça me saoulait, j'ai drafté comme en redraft en me disant, j'aurai de la value pour gagner direct, tu vois. Au moins, peut-être que je peux gagner un titre dès le départ et puis on verra bien. Et en fait, c'était évidemment catastrophique. Mon QB, par exemple, c'était Drew Brees. Il est parti à la retraite à la fin de l'année. Il y avait plein de joueurs qui devaient être bons, mais qui en fait l'ont pas été et qui du coup, pareil, ils ont perdu toute leur valeur directe. Et pendant 4 saisons, ça a été la cata. Dans la deuxième qu'on a fait, là, c'était l'inverse. En fait, dans ma tête, je m'étais dit, je vais faire exactement le contraire. Je vais partir sur un horizon à 3 saisons et construire via la draft avec plein de rookies et profiter de cette fois-ci parce qu'en plus les rookies chaque année ils prennent un peu de value, je trouve. Mais il y a 4 ans, les rookies ils n'étaient pas encore considérés comme des superstars avant même d'avoir joué, à juste titre. Et donc là j'avais eu effectivement Ja'Marr Chase, Kyle Pitts. Kyle Pitts c'est pas le meilleur exemple, mais il avait bien joué sa première année. Plusieurs autres qui étaient vraiment year 1, year 2, et en me disant je vais gagner dans 3 ans. Et en fait j'ai gagné la première année et j'arrive plus à gagner depuis. Donc tu vois, je pense que le conseil à donner, c'est qu'il faut avoir une stratégie, mais il faut pas se dire que ça va faire ça absolument, et surtout il faut pas dévier de ton plan de route il faut de la patience. Il faut pas dévier de ton plan de route sur les 2-3 années, parce que si tu dévies, désolé Lucho, je te Non, mais cite, vas-y. mais c'était un peu ce que tu faisais beaucoup au début. Mmh. Tu me disais, ah ouais, j'ai drafté plein de rookies, machin, ou je sais pas quoi, et en fait, au bout de 4 mois, ou même pas, au bout de 3 mois, en novembre, t'arrivais et tu disais, j'en peux plus de ce mec-là, je le dégage. C'est ça. Je prends un des trades dont on va parler, c'est AJ Green en gros contre Amon-Ra St. Brown. Et puis au final, tu te retrouves avec AJ Green qui l'année d'après fait rien, et St. Brown qui est un super receveur que tu regardes chez un adversaire depuis 3 ans. Donc ouais, pas dévier du plan de route, quoi, je dirais. C'était le gros problème que j'avais au début, tu vois. Comme tu dis, c'était en fait, c'est la patience de se dire, vas-y, de toute façon, il joue pas, autant le revendre pour un mec qui joue, et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que c'est important, la gestion de l'effectif, elle est importante. La gestion des pics aussi, elle est importante. Et il y a aussi le taxi squad qui va être super
super bénéfique quand tu as des jeunes qui ne jouent pas peut-être la première année, mais qui ont un potentiel pour se développer par la suite. Et c'est vrai que les mettre sur le taxi squat, ça peut permettre en deuxième année ou troisième année de les voir émerger sur le line-up et de se dire j'ai bien fait de le garder et d'être patient, quoi. Mais c'est vrai que la patience, c'est primordial en dynastie. Faut pas jouer sur un coup de tête et de se dire ah, c'est bon, vas-y, ça me saoule. Je vends à tort et à travers comme j'ai pu le faire pendant 2 ou 3 ans, hein. Alex, tu as quelque chose à rajouter sur les bases un peu de la dynastie? Et par exemple, un joueur rookie, je sais qu'on a fait le rookie guide que vous pouvez encore télécharger si vous ne l'avez pas vu. Mais qu'est-ce que tu cherches, toi, chez un rookie, par exemple, en dynastie, qui te plaît plus que quelqu'un d'autre? Alors, je suis à la fois sur les coups de cœur et en même temps sur ce que je ressens. Il y a quand même du ressenti, parce que rookie, forcément, il n'y a pas d'antécédent en NFL. Le passage de CFB à NFL, tout le monde le sait, mais je le redire encore, on n'a aucune garantie de ce qui va se passer. On a vu des plus grands talents de CFB complètement foirer leur carrière NFL. Johnny Manziel, si tu en gardes, voilà. Mais il y a évidemment à quel moment ils sont sortis en draft. Ouais. L'investissement fait par l'équipe, certains même on dirait on peut reacher, et je donnerai un exemple plus tard, mais on dirait ah mais c'est un reach. Du coup, si c'est un reach, c'est un investissement. Si c'est un investissement, ça veut dire qu'il est dans les plans quand même du coaching et du front office. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc garder un œil sur ce qui s'est passé dans la réalité et ce qui se dit aussi en conférence de presse quand il y a un coach qui quand même parle régulièrement d'un même joueur, qu'il soit rookie ou qu'il soit sophomore. Parce que pour moi, il y a une notion très importante, c'est la notion de sophomore en dynastie. C'est vraiment un tournant très important en fantasy. Donc, quand on a un sophomore et qu'on a un coach qui en parle beaucoup, voilà. Donc, tenir compte de ça. Mais donc, il y a à la fois le rookie où on sait que ça va un peu péter direct. Allez, je vais dire tout de suite, hein, Brock Bowers, par exemple. Moi, j'étais sûr et certain, je l'ai vu en CFB et je l'ai vu où il a été drafté. Bon, et puis en plus par rapport à l'effectif des Raiders. Et puis après, moi, c'est ce que je kiffe le plus, c'est les chambres de pouce. C'est justement la patience. C'est j'ai rien à foutre de gagner tout de suite. Par contre, je veux voir que mon investissement, que mes drafts à moi, parce que c'est ce que je kiffe le plus, hein, c'est la notion, le process draft en vrai comme en dynastie, et de voir comment ça progresse, quoi. Il y a un élément aussi important, ça va être l'équipe dans laquelle il va atterrir, ça va être aussi le Ouais, coaching ouais. staff, etc. Il y a beaucoup de critères quand même qui rentrent en compte. Et c'est vrai qu'on se pose tout le temps des questions à se dire, bah tiens, ce joueur-là, pourquoi en fantasy il a tendance à reculer alors qu'il a été pris, je sais pas, premier round ou deuxième round dans la draft habituelle. Mais en fait, tout dépend aussi de qui il y a autour, tout dépend du coaching staff, du jeu proposé, etc. Donc il y a quand même beaucoup de critères qui rentrent en compte et ça, faut quand même C'est pour en tenir ça que compte. les rankings, notamment dans le guide, on disait bien, attention, c'est un ranking avant la draft Mhm. réelle. Ouais, ça change tout après. Par exemple, moi, je donne un exemple, voilà, pour vite fait donner un exemple par rapport à ce que tu viens de dire. Christian Jenkins, pour moi, c'était pas un des premiers RB à apprendre forcément en fantasy. Maintenant, c'est parmi tout de suite ce qu'il faut prendre. Et Parce à que le landing l'inverse, spot et à l'inverse, par exemple, un DJ Giddens que j'adorais, que je plaçais très haut, bah maintenant, bon, ok, il va avoir du temps de jeu. Je touche du bois parce que moi, Jonathan Taylor, ancien de Wisconsin, je kiffe, donc je veux pas qu'il se blesse. Mais bon, voilà, c'est pas la même chose. tu vois, Donc, j'aurais même parlé de Burden, par exemple. Tu vois, Burden, où il était quand même, on va dire, WR 3, 4, on va dire, dans les rankings pré-draft. Là, je suis désolé, mais sur l'angle spot, ça le fait glisser un petit peu parce qu'il se retrouve avec Odunze qui est déjà là, il se retrouve avec Kovland qui est là, il se retrouve avec DJ Moore. ouais, mais c'est moins grave pour un. Alors là, je vais donner tout de suite mon avis, c'est moins grave pour un receveur. C'est-à-dire qu'il faut être Oui, plus patient avec les receveurs. Les oui, running backs, le temps de carrière, il est très court. Donc, tu es oui, mais je encore veux dire, beaucoup tu plus le vite. drafts pas au premier, Non, enfin, mais tu le tais-toi drafts l'autre pas chose. aussitôt. Je parle, c'est moi qui parle. Tais-toi l'autre chose, s'il te plaît. Non, mais. Mais qu'est-ce que tu me sors comme argument? Vas-y, dis-moi. Non, c'est juste que pour moi, au lieu de le prendre, allez, on va dire dans le top 6-7, je le ferais plutôt glisser, tu vois, en 11-12, voire deuxième round. Oui, oui. Ouais. Bon,
Ouais, on reviendra sur des détails comme ça, mais donc ouais, globalement, je pense qu'on a compris ce que tu recherchais, le draft capital, les discours des coachs. Donc pour ça, draft capital, c'est facile, hein, vous avez qu'à regarder où il a été drafté. Surtout si, par exemple, une équipe a trade up pour aller chercher ce mec-là un petit peu plus tôt que là où ils avaient leur pick. Ce que dit le front office et le coaching staff, donc ça, c'est des comptes comme 32 Beat Writers sur Twitter, qui regardent vraiment directement les conférences de presse. Aussi Coach Speak Index, on le dit chaque été, hein, ils analysent directement les conférences de presse, les trucs comme ça, c'est pas du seconde main. Ne Ouais, fais de pas la pub pour ton pote là. Non, mais c'est juste pour donner les Ah, mais vrais il faut, il conseils. faut, il faut. Donner C'est les vrais bien, conseils c'est parce que bien. sur Twitter, il y a tout et n'importe quoi. Donc, par exemple, ne pas regarder les comptes sensationnels qui pourtant sont ceux sur lesquels on est tous exposés. Donc, ML Football, non. NFL Rookie Watch, non. Etc. Il y en a d'autres. Le mec Dove Kleinman, machin, non, etc. Kleinman, ouais. C'est bien pour être entertained, mais pas pour les C'est infos. Gala Parce voici qu'ils closer, sont... ça. Ouais, parce qu'ils sont sensationnalistes et que du coup, ils vont vous faire dire, oh là là, attends, peut-être que merde, en fait, Travis Hunter, il sait pas faire une route, tu vois. Ok, peut-être qu'il sait pas faire une route, j'en sais rien, mais faut pas s'enflammer sur le fait qu'il sait pas faire une route le 19 mai sur un rookie camp, sur 2 clips vidéo, tu vois. C'est pas grave. Bref, donc suivre les bons comptes et les bonnes informations, très important, Alex. Si on passe maintenant sur comment bâtir un roster Dynasty dans une startup draft, du coup, hein, pas dans la rookie draft, mais on parle de startup, on part de zéro. Partons sur le principe d'une ligue Superflex. Si je vous donne le 1-0-1 aujourd'hui dans une Superflex, qui est-ce que vous prenez? Vas-y, Alex, je te laisse. Je sais déjà ce que tu vas dire. Donc. Un QB, tout de suite. Superflex, un QB, tout de suite. Ouais, QB. Alors après, le QB qui est... Ouais, peu importe si qui tu vous n'as pas rapporte un nom parmi les autres, mais c'est Non, mais le QB qui QB, a c'est le plus différent. d'upside, pas un QB de poche, parce que là aussi, tu parlais de scoring. Donc, d'ailleurs, à parté, quand vous intégrez une ligue, n'hésitez pas à demander à votre commish quelles sont les particularités de ta ligue. Soit il dit démerde-toi, bon, bah là, on analyse, soit il vous donne des indices. Mais bref. Donc, ouais, en fonction du scoring, mais bon, globalement, c'est upside à la course, les points, les points, les points, les points. Donc, le QB qui est fait à la fois pour la passe et pour la course, quoi. Donc, Lucho, je sais pas si tu as une réponse, mais sinon, Moi, je peux j'aurais dit comme Zaku hein, dans le chat. Pour moi, Josh Allen, il est clairement le QB1 et top 1 en dynastie Superflex. Mais c'est pas forcément le seul, tu vois. Après, il y a, comme Alex le disait, en fait, l'upside à la course, il y a aussi Lamar qui l'a. Et ça peut être intéressant aussi. Attention avec Daniels, hein, parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui vont s'enflammer sur Daniels. Faites attention. L'année de confirmation est toujours un poil C'est ton compliqué. côté pisse-froid, ça. Non, je l'avais dit l'an Tu dernier es pour Stroud. Alors après, Stroud ne court pas, ouais, mais moi je te dis, ouais. faites Oui, attention. ouais. Faites attention. Ouais. Donc là, pour ceux qui regardent, tous ceux qui nous écoutent en ce moment en regardant live, mais pour ceux qui écoutent le podcast, si vous avez l'opportunité d'aller sur Keep Trade Cut, qui est un site de ranking fantasy fait par les internautes, en fait. Où à chaque fois qu'on se connecte, ils posent une question, qui vous gardez, qui vous cuttez, qui vous tradez, pour établir un ranking. Donc, c'est un peu un concours de popularité, disons. Donc, c'est très intéressant à regarder pour avoir une idée de qui est en buzz et qui l'est pas. Jaden Daniels est le QB1 devant Josh Allen et Jamar Chase. Et ça, c'est un peu le tier 1 avec Lamar et Justin Jefferson juste derrière et Malik Neighbors. Mais donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit 2-3 receveurs, beaucoup de QB. Le premier running back, Bijan, il est classé 9e. Donc, ce que je voulais demander, c'est quand vous construisez le roster, si vous ne pouvez pas avoir un QB, est-ce qu'en deuxième, vous allez idéalement vers des receveurs ou est-ce que vous faites des running backs et pourquoi? Vas-y, Lucho, lance-toi. Alors, Receveur. on en a, ouais, c'est exactement ça. On en a parlé avec Alex parce que là, on est sur une dynastie ensemble et on est en pleine draft et je disais en fait, je ne pars pas sur des sur des running back au premier tour.
Trop de mauvaises surprises, trop de sujets à blessure, etc. Je préfère partir sur un receveur. Ouais. Alex, t'es d'accord? Non. Non, t'es pas d'accord? Ouais, parce Ok, qu'il a fait vas-y. l'inverse. Il a fait l'inverse de Non, moi. pas nécessairement. Moi, c'est vraiment non. C'est-à-dire que je ne pouvais pas prendre n'importe quel running back. C'est que je veux prendre le running back qui me donne le plus de garantie de 1, le yard, 2, yard à la passe, enfin en réception. Non, un Bijan Robinson, par exemple, qui est qui va avoir énormément de portée, qui va peut-être moins être impliqué sur le jeu de passe, il va peut-être plus courir. À la rigueur, non, peut-être que je le laisserai passer. Mais non, pour moi, il n'y a pas de vérité en soi. C'est vraiment. Si on démarre, pas dans mon cas, à moi perso, si on démarre vraiment, oui, un receveur est plus confort. Moi, personnellement, sur certaines ligues, j'ai bien démarré par le running back parce que je pars du principe qu'un running back, s'il est performant, il pourra me permettre d'avoir de la value et peut-être de le trader vite avant qu'il décline. Et peut-être plus qu'un receveur. Voilà. Ouais. Ok, alors moi je vais dire que par défaut, et il faut toujours être adaptable, hein, je le répète, par défaut, pour une startup, ça fait partie des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne avant de démarrer. Prioriser le QB, surtout pour une super flex, au moins le premier, voire les deux, parce que c'est très 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 difficile, voire impossible de remplacer ces QB via la rookie draft si vous essayez d'être contender chaque année. Donc le seul moyen, c'est d'avoir un top pick pour avoir une année Trevor Lawrence ou Caleb, et encore, c'est Jaden Daniels, il fallait bien tomber, tu vois. CJ Stroud, il a fait une bonne année, mais franchement, depuis 4-5 ans, il n'y a pas beaucoup de QB qui arrivent et qui sont capables d'être le QB qui, tu vois, dans le top, on a encore Josh Allen, Lamar, Joe Burrow, Pat Mahomes qui est un peu tombé, mais donc ouais, un ou deux QB, et ensuite les receveurs, parce que les receveurs, ils ont des bonnes carrières longues, et en fait, c'est ça qui te donne cette flexibilité quand tu draftes des jeunes joueurs comme Neighbors, comme Brian Thomas, comme Xavier Worthy, comme Rashee Rice, tu vois, qui est un peu oublié, comme il y a quelques années, Olave, Garrett Wilson, Drake London, même si tu vois, ils n'ont pas eu des super résultats, mais même quand ils n'ont pas les résultats, les gens, ils se disent, allez, l'année prochaine, il y a Aaron Rodgers qui arrive, forcément Garrett Wilson, il va exploser. Ah, Chris Olave, ça fait 3 ans, nouveau coaching staff, c'est lui la star de l'équipe, tu vois. Et en fait, ils maintiennent vraiment leur valeur. Alors qu'un running back, je suis d'accord avec toi, Alex, s'il est bon, sa valeur, elle monte, mais s'il est mauvais, sa valeur, elle chute direct. Et ils n'ont pas le bénéfice du doute. En l'occurrence, là, notre débat, en fait, c'est parce que j'ai pris Jahmyr Gibbs en même temps. Bon. Ouais, bon, Bijan, Jahmyr Gibbs, Ashton Genty, t'as pas de souci, Voilà. mais pour tous les autres, les running backs en général, round 3, round 4, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je dirais que c'est presque comme en NFL, ce qu'on est en train de voir actuellement, où on dit, en vrai NFL maintenant, le running back, c'est un peu la récompense, une fois que tu as construit tout le reste de ton offense, que tu as les lignes, que tu as le QB, que tu as 2-3 receveurs qui tiennent en haut. Là, tu as le droit de faire comme Philly et de dire, vas-y, on met un max contrat sur Barkley. Faire comme San Francisco, on met McCaffrey. Faire comme Baltimore, on prend là Derrick Henry. Parce que c'est ta récompense d'avoir construit un bon roster, une bonne offense, et tu dis, OK, maintenant on y va. Et idéalement, c'est ça qu'on fait. Après, j'ai fait exactement comme toi dans une ligue où Bijan, j'étais à la fin, Jahmyr Gibbs. Tu dis, bon, bah, dans ce cas-là, on fait un peu l'inverse. On prend Bijan ou Jahmyr Gibbs maintenant. On sait qu'on a encore 3 ans devant nous minimum. Essayons de construire, parce que de toute façon, tu ne peux pas planifier à 6 ans en dynastie. Tu planifies toujours à 2-3 ans. Bah, OK, on démarre avec ça parce que c'est ce qu'on nous a donné, c'est de la value. Fine. Tu prends Bijan, tu prends ton QB, tu prends d'autres receveurs derrière. Mais pour l'avoir fait, je trouve que c'est presque ça enlève un peu de flexibilité. Et en plus, tu perds énormément de valeur dès que ton gars il fait une Jonathan Taylor et qu'il se blesse et qu'il perd quelques matchs. Tu te retrouves vite dans la merde. Alors qu'un receveur, il a plus de bénéfices du doute. Donc moi, je dirais à un débutant, idéalement, encore une fois, dans le mode conservateur, viser des QB pour la Superflex et des receveurs. J'en profite, il y a Fly Riders qui nous a dit, alors lui c'est une Ligue à 8, donc c'est un peu différent, mais ses copains, ils ont tous pris des QB, et donc lui, il a du coup drafté Jamar Chase et Justin Jefferson, round 1 et 2. Bah ouais, évidemment, super, surtout dans une Ligue à 8 où tu sais que les QB, il va en rester.
Tu vois, si tu fais la même chose dans une ligue à 14 ou à 16, comme je sais que la commu française, elle aime bien faire des ligues à rallonge, tu t'amuses à faire ça dans une ligue à 14 ou à 16, même à 12, hein, ça peut être beaucoup plus compliqué. Je pense pas que tu auras Kyler Murray, Bryce Young, Richardson. Si tu peux le faire et que tu as ces joueurs-là, avec JJ et Chase, t'es tranquille pour 5 ans. Tu as ta base. Et après, tu vas chercher le reste. Tu vois, je voulais rajouter un truc aussi sur ce que tu as dit. En fait, c'est la position, elle va jouer énormément dans les choix qu'on va faire. Et c'est surtout, il faut être acteur de sa draft. C'est-à-dire que si tu subis ta draft et si tu n'arrives pas à prendre les joueurs que tu veux à un moment donné, tu peux avoir de l'agacement et tu peux commencer à faire un peu tout et n'importe quoi. Donc n'hésitez pas de temps en temps à trade up si vous voulez vraiment un joueur. N'hésitez pas au contraire à trade down si vous voulez récupérer du pic par la suite, etc. Mais soyez acteur de votre draft et arrêtez de la subir parce qu'il y en a plusieurs qui la subissent en se disant merde, putain, celui-là il est parti, celui-là il est parti, celui-là il est parti. Justement, à vous de faire aussi le nécessaire pour prendre les joueurs que vous voulez sans vous mettre à poil non plus. Hein, mais c'est important de sélectionner aussi les joueurs que vous voulez. Alors, à quel moment est-ce que vous investissez dans un tight end? Est-ce qu'on a Brock Bowers, évidemment, là, qui est top 10, tight end 1. Si on regarde rapidement les autres, ils sont un peu plus loin, je pense. Je vais les mettre. Actuellement, tu as McBride, 25 overall, Laporta, 48, 2 rookies, 67-68. Et après, tu vois, George Kittle, tout ça. Donc ça, c'est du round 6-7. À quel moment est-ce que vous tentez le coup Brock Bowers en vous disant 22 ans, tight end, un avantage sur cette position peut-être pour toujours, ou est-ce qu'au contraire vous vous dites franchement les tight ends c'est un peu un truc de complément, pareil, on peut trouver chaque année un tight end qui sort un peu du lot, un Jonnu Smith l'année dernière, un Evan Engram l'année d'avant, des mecs pas chers quitte à faire 2-3 trades. C'est quoi votre philosophie pour le tight end? À quel moment est-ce que vous y allez? Vas-y, Alex. Lucho, vas-y. Non, Alex a répondu à celle d'avant en premier. Vas-y, okay. Lucho. Moi, par exemple, là, sur la dynastie qu'on a lancée, sur laquelle on est avec Alex, j'ai attendu le 8e tour avant d'en sélectionner un. Fin du 8e tour. Parce que je trouve que. Mais c'est du incubé, hein. Précise. Oui, c'est du incubé, oui, c'est vrai, pardon. Oui, Ouais. c'est du incubé. En fait, je pense que Bowers peut partir au premier tour ou au deuxième, ça, il n'y a aucun souci. McBride aussi. Après, je trouve qu'il y a quand même un gap entre ces deux-là et le reste, où tu vois, je préfère attendre assez Ouais, mais tu vois, longtemps tu dis pour pouvoir me ça maintenant, mais genre Laporta l'année dernière, pareil, il avait la hype. McBride, il l'a parce qu'il a fait une bonne saison. T'as les rookies, mais en fait, moi je trouve que les tight ends, pareil, ils montent et ils descendent super vite. Oui, c'est pour ça que je préfère y toucher le plus tard possible. Ouais. Tu vois, j'attends le 8e, 9e tour. Je pense que c'est le moment assez propice pour être dans le bon range et ne pas trop rich cette position. Ok. Ouais, donc pour équipe utilise, je dirais receveur jeune, construire autour de receveur jeune pour moi. Par défaut, hein, encore une fois, soyez flexible, regardez ce que vous donne le board, regardez ce que vous donnent les autres. Dites pas, ouais, putain, ils m'ont dit chez Fantasy Ballers, il fallait des receveurs jeunes, donc c'est pas grave, personne n'a touché Jahmyr Gibbs, mais moi je prends Garrett Wilson parce qu'ils m'ont dit prenez des receveurs jeunes. Faites ce que vous donne le board, mais globalement, visez receveur jeune pour avoir 4-5 ans de flexibilité. Les QB super important, super flex, parce que moi, ma marque de fabrique avant, c'était vraiment prendre le QB tard, et je l'ai tenté en dynastie, et je vous jure que c'est pour quelqu'un qui essaye de contend, à moins de bousiller le roster et de me dire pendant 2 ans je vais être nul, c'est le seul moyen de retrouver des QB, sinon j'ai personne. Je me retrouve toujours avec le pick 8, 9 avec, tu peux avoir de la chance et avoir Bonix une année, tu vois, mais sinon c'est compliqué. Donc les QB, je dirais, il faut pas se dire ouais, je vais prendre des QB à la rookie draft. Surtout prenez le QB que vous pouvez dès le départ. Et ensuite les running backs, par contre, faut les faire tourner. Chaque année, là, tu peux drafter des running backs au round 2, au round même 1 là cette année, tu vois, il y en a plein. Même l'année dernière où il y avait des mauvais running backs, tu avais quand même Trey Benson au 2e round. Tu pouvais avoir des mecs comme Tyron Tracy, comme Bucky Irving. Être un peu réactif. Tu peux aussi avoir des bons vétérans en running back qui coûtent pas cher parce que tout le monde a tellement peur qu'ils disparaissent du jour au lendemain, qu'ils se blessent, donc en fait ils coûtent pas très cher. Contre un 3e round, tu peux avoir un Raheem Mostert l'année où il fait une bonne saison, etc. Alex? Il faut drafter comme la draft réelle.
Et Cette ouais, un année, petit il y peu, a une ouais, classe de exactement. draft, il y a une classe de draft de RB qui est juste hallucinante. Prenez pas de RB trop tôt, ça sert à rien. Vous allez avoir des RB en rookie qui Ça sont de tourne tout le qualité temps, ouais. pendant très longtemps. Justement, très tard. Même les Queen Talent peut-être, même justement DJ Guidance, je parlais, ou même à la rigueur un Woody Marks qui est de USC qui est sorti. Il y a du potentiel sur plein de même un Crocs Merit aux Commanders qui était super loin aussi, qui est même EDFA dans beaucoup de drafts. Drafté par rapport à ce qui s'est passé aussi, en vrai, profiter de la profondeur et sauter sur le receveur. Si vous voulez Ouais. prendre des receveurs rookies, prenez tôt, parce qu'il y a très peu de receveurs cette année. Puis voilà. Parce que tu vois, le meilleur exemple, c'est un mec comme Tyron Tracy, 5e round à la draft, fait une super saison, il fait une bonne saison. Et tu te dis, ah ouais, cool, tu vois, en Dynasty, je l'ai drafté, trop bien et tout. Tu l'évalues, il y a un mec qui te dit, ouais, je te donne un round 2 à la rookie draft cette année pour Tyron Tracy, ou je sais pas, moi, un joueur moyen, tu vois, qui a la même value. Non, c'est mort, Tyron Tracy, ouais, j'ai kiffé, milliards et tout. Bah, qu'est-ce qu'ils font les Giants? Première opportunité, ils draftent un autre running back. Parce que des running backs de Day 3, ils ont zéro longévité dans la NFL. C'est pas de leur faute, mais ça tourne. Et les seuls qui peuvent éventuellement avoir vraiment une longévité, ça va être les mecs draftés jour 1, c'est essentiellement. Regardez même Breece Hall qui joue bien, qui s'est blessé un petit peu, mais qui est round 2. L'année dernière, ils lui ont foutu 2 mecs dans les pattes. Là, ça parle encore de peut-être le trader, etc. Donc, c'est vraiment compliqué. Et donc, ils n'ont pas le draft capital. Les équipes n'ont pas investi dessus, comme tu disais, Alex, au début de l'émission. Et du coup, ils n'hésitent pas à les virer à la première opportunité. J'aimerais passer dans le côté trade maintenant, parler un petit peu plus de trade. Donc, il y a évidemment la draft de départ. Une fois que le jeu commence, c'est ça qui est cool avec la dynastie, c'est que ça s'arrête jamais en fait. T'as vraiment un cycle toute l'année. Bon, nous en général dans les nôtres, on fait une petite pause pendant les playoffs NFL jusqu'à, je sais pas, mars-avril, avant de préparer la nouvelle rookie draft. Mais en vrai, tu as des ligues qui s'arrêtent jamais, qui n'ont pas de trade deadline. Et contrairement à la redraft où ça s'arrête et ça reprend de zéro, là, c'est vraiment un truc à long terme. Et justement, pendant l'off-season, c'est le moment où tu peux avoir plein de valeurs en anticipant un petit peu les mouvements de depth chart ou ce que vont faire les coachs quand la saison arrive. Ou en anticipant justement la hype en te disant tiens celui-là je pense que dès qu'il y avait des vidéos en slow-mo qui vont arriver ça va leur faire monter etc. Donc je voulais vous mettre un petit un graphique que j'avais trouvé et que je trouve super intéressant sur la valeur des pics futurs. Je suis handicapé pour le trouver. Tac, voilà. Et à quel moment les pics futurs ont plus de valeur que d'autres? Alors, c'est une sorte de roue qui regarde toute la saison, de septembre à août, en gros. Et en vert, c'est quand il vaut mieux acheter des pics parce qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur et vendre des joueurs, du coup, des mecs qui jouent. Et en rouge, c'est quand les pics ont le plus de valeur et que tu peux essayer de les vendre. Et donc, les moments où tu peux vendre les pics, où tout le monde en veut, tout le monde veut des pics, c'est évidemment à partir de février. Il y a la hype de la Combine qui fait monter un peu le truc. Ouais, pardon, je vais le mettre en plein écran pour que ça soit plus grand. Ouais, mets La ton hype de la papy, s'il te plaît. Combine, du Combine qui fait monter un peu le truc. Là, les mecs, ils disent putain, il y a là cette année, je sais pas combien de running backs qui ont couru en moins de 4-4, tu vois. Il faut absolument que j'ai des pics, etc. Tout ça, ça reste très haut jusqu'à la rookie draft et la vraie draft, évidemment. Et quand tu es on the clock, c'est là qu'il faut le vendre. Absolument, si tu es prêt à vendre un pic, c'est au moment où tu es on the clock, là tu dis ouais, bon 1,09, ouais, je sais pas, j'en veux pas, je recule, je veux un pic l'année prochaine, etc. Moi, j'ai un exemple cette année où j'étais au 2,01 et j'allais prendre Jackson Dart. Et là, je vois dans mes messages un mec qui me donne son premier round de 2026 pour avoir le 2,01 cette année. No-brainer, tu vois.
je me suis dit, ça c'est exactement l'illustration de ce graphe, cette image. C'est que mon pic de 0,1, il avait vachement de valeur pile au moment de piquer. Le mec, il se dit, putain, je veux ce pic, j'ai un joueur que je veux et il me le faut. Et il était prêt à me donner un premier round de l'année suivante, qui, je pense, par définition, sera forcément plus valorisant, sauf si Jackson Dart, ce que j'espère personnellement, devienne le nouveau Peyton Manning. Et ensuite, ça redescend un petit peu. C'est là qu'il faut, au contraire, pendant la pré-saison et tout ça, les pics futurs, ils paraissent tellement loin qu'ils perdent un petit peu leur valeur. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer le life cycle de quand acheter et vendre des pics. Mais sinon, si on revient aux joueurs, hop. Lucho, est-ce que tu as un joueur que tu as vendu, selon toi, au meilleur moment? Tu viens d'en parler. J'ai parlé de qui? Tracy. Ah, Tyron Tracy, ouais. Donc, tu sais pas, en fait. Tu penses que Non. tu l'as vendu au meilleur moment, mais C'est ça. ouais. On sait pas vraiment, mais tu vois, La je me suis chatte. dit que non, c'est pas question de ça. C'est après comme Marc le dit, on sait pas trop ce que ça va donner cette année, mais je trouve que lui mettre Skatebo dans les pattes, ça risque de partir un peu en committee. Donc j'en ai tiré un bon prix. J'ai essayé de l'avoir de le vendre à plusieurs endroits là où je pouvais, et je suis content de l'avoir vendu. J'ai essayé aussi de vendre Daniel, ça a pris très très fort, mais peut-être trop. Donc ça n'a pas marché. Ouais, et puis Daniel, c'est pareil, tu sais pas si ça serait vendu au bon moment ou pas. Exactement. Alors, Alex, t'en as un ou pas qui te vient en tête? De joueurs que j'ai vendus? Ouais, un joueur que tu as vendu pile au bon moment. Tu te dis, je l'ai vendu pile quand il fallait, avant que sa valeur baisse. J'en ai un, mais c'était l'année dernière, on en avait parlé. Maintenant, cette année, non. J'ai pas été très, Non, pas été très vendeur. justement, l'année dernière, donne l'exemple. Parce que... L'année dernière, c'était avant dans notre ligue avec CMC, avec Captain. Ah oui. Oui, McCaffrey j'avais- vendu. Bah voilà, ça c'est un bon exemple. Ouais. C'était top de sa saison. J'étais en pleine reconstruction, plein rebuild D'ailleurs, je fais un aparté, hein, ça va avec ton article que tu as fait dans le cadre de Rebuild Dynasty. Je suis en plein rebuild, j'ai des gros problèmes, des grosses lacunes parce que c'est une ligue que j'ai repris en cours de route. Je suis en train de galérer. Qu'est-ce que je fais? Je vends mon asset pour construire. J'ai besoin de pics, j'ai besoin de profondeur. Donc, j'ai besoin d'avenir en termes de construction, comme un nouveau manager qui arrive IRL dans sa franchise. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? CMC, top joueur. Je vois quel est le mec qui est contender, qui veut gagner ma ligue, enfin la ligue dans laquelle je suis, parce qu'il faut travailler sur la ligue. Hein. Quand on veut faire des trades, il faut se renseigner sur sa ligue, se renseigner sur ses managers et regarder absolument les rosters des managers dans vos ligues. Hein. Pas envoyer des offres bidons pour le principe d'envoyer des offres bidons sans regarder leur roster. Mais voilà, quoi. Et en étant fair en plus, mais voilà, c'est comme ça. À l'inverse, ça y est, je m'entends. À l'inverse, est-ce que vous avez un que vous avez gardé trop longtemps et qui a perdu toute sa valeur? Vous vous êtes dit, il peut encore faire une année et il valait plus rien. Alex, t'en as un? En fait, oui, j'en ai un, c'est Ramondre Stevenson. Ramondre Stevenson, c'est toujours le joueur où on espère et maintenant on se retrouve à avoir Omarion Hampton. Non, Trevion Non, Anderson. Pardon. Anderson. Ouais, Trevion Anderson, je suis rectifié. Donc du coup, je me dis, bon, celui-là, en fait, j'aurais pu le vendre plus tôt, mais parce que j'étais pas dans une nécessité absolue. Mais il faut, c'est dans le cadre où si on veut être contender, en effet, il faut vendre. Faut pas hésiter à vendre. Ouais, effectivement. Ouais, moi, j'essaie de me rappeler. Alors, moi, j'en ai vendu trop tôt parfois. Par exemple, Barclay. Évidemment, persuadé qu'il fallait que je m'en débarrasse il y a 2 ans, en me disant il arrive en fin de contrat, machin. Je pensais pas que il irait dans le meilleur scénario possible l'année suivante. Et inversement, d'autres que j'ai achetés en me disant pour gagner immédiatement.
et qui en fait m'ont absolument pas aidé à gagner et qui m'ont fait repartir 2 ans en arrière comme Stephen Diggs contre un premier round futur, en me disant Stephen Diggs c'est le seul joueur, je vous parle d'il y a 2 ans je crois, ouais 2 ans. Je regardais mon roster, je me disais bon c'est un roster et il fallait titulariser 4 receveurs. J'en avais pas 4 qui étaient suffisamment bons sur lesquels j'avais confiance, mais tout le reste de l'équipe était vraiment bon. Je me dis, j'avais eu l'opportunité pour avoir Stephen Diggs contre un premier round futur où je me disais, franchement, avec cette équipe, ça sera un 10e pick, tu vois, c'est pas très. Et en fait, Diggs a été blessé, le reste de l'équipe, il y a 2-3 gars qui sont blessés. En fait, on a tendance à un peu surévaluer le scénario catastrophe. Et très vite, ce pick s'est trouvé le 1-0-3 qui est Malik Neighbors. Donc en gros, ce choix de prendre Stephen Diggs m'a coûté au minimum Malik Neighbors, ce qui évidemment me fait repartir 3 ans en arrière dans ma construction de roster. Il y a une Je très vois bonne Franck question dans le chat. de Joe. pardon, Vas-y, excuse-moi. Vas-y. C'était ça que tu voulais dire. La question de Joe, je la trouve très intéressante. Tu sais à quel moment déterminer que le joueur, il faut le laisser partir. Je pense que tout dépend aussi de ton équipe à toi. C'est savoir si tu joues le titre ou alors si tu juges que là, tu peux laisser tomber. Si tu juges que tu peux laisser tomber, c'est peut-être en cours de saison où tu vois que le joueur commence à vraiment perf, où là, tu te dis, c'est peut-être le moment de le vendre. Après, il faut voir si c'est une star, faut le garder, hein, c'est pas ça le souci. Mais si tu juges que c'est un WR2 qui a un bel upside et tu te dis tiens, je peux en récupérer quelque chose en cours de saison, c'est peut-être le moment de le vendre. Ouais, moi, mais alors, du coup, justement, deux choses. C'est que, pardon, excuse-moi, Marc, mais en fait, il y a le travail off-season et le travail in-season, qui est pour moi qui est très différent. Ouais. Il faut vendre pendant les in-season, il faut acheter pendant la off-season. Le in-season, justement, profitez peut-être de la vibe si vous, enfin, dans le cadre de construction, si vous sentez que vous devez vendre, il faut le vendre, mais pendant la in-season. La off-season, il y a une notion de hype sur plein d'autres choses qui fait que du coup, ça peut détourner quelquefois la valeur d'un joueur, surtout après par rapport au landing spot des rookies ou quoi que ce soit. Il y a encore les rookies. Je trouve qu'il faut qu'on en reparle un peu sur la notion de pick et pick rookie notamment. Mais donc du coup, il y a ça. Alors si tu parles de in-season, le show, oui, je suis d'accord avec toi. Si tu sens que de toute façon tu vas pas la gagner, et que tu as un joueur et que qui performe et qui a la valeur hype du moment pour peut-être aider un manager à gagner, c'est ça que tu veux dire en fait, le show. Ouais, évidemment qu'il faut le vendre pendant une season pour que tu puisses prendre des assets, des pics, etc. pour ouais. en effet. 2 semaines avant le début des playoffs, c'est le meilleur moment pour vendre un joueur. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai eu, avec notre ami Sean Alexander, un 2e round pour Sean McCormick l'année dernière. Donc ça, c'est pour illustrer. Mais sinon, tu disais, Alex, l'off-season, c'est pour acheter. Ça dépend. L'off-season, c'est vraiment pour faire les deux, je pense. Parce que tu as aussi des joueurs qui, justement, prennent la hype. Et tu dis, je vais surfer sur la hype parce que j'y crois pas. Et ça peut arriver aussi. Donc, mais tu n'avais pas allé à quel moment dans ce cas-là? Comment? Elle est à quel moment tu considères la hype? La hype pendant la pré-saison. Pas oui, maintenant, mais j'en parle. Après saison, d'accord. Moi, je parlais avant la draft, moi. Non, alors je suis d'accord avec toi. Non, et par contre, je dirais, par exemple, des rookies, tu vois, si vraiment... Alors, c'est hyper frustrant à faire parce que ça revient à ce que disait Dr. Good tout à l'heure. Tu as aussi envie de te faire kiffer. Tu as aussi envie de trouver la pépite et le machin et tu n'as pas envie de passer à côté de Jaden Daniels ou du Mike Neighbors. Mais en vrai, la valeur des pics et la valeur des rookies, elle est assez inflated tout de suite, là, maintenant. Et si tu es vraiment malin, je pense que tu peux obtenir pas mal de valeur en vendant tes rookies maintenant contre des mecs qui font pas rêver, qui sont en année 3, tu vois, ça fait 3 ans qu'ils sont médiocres, WR2, tu vois, ils finissent WR15, WR16. Encore une fois, je prends l'exemple de Drake London il y a 2 ans, tu vois, le mec, ça fait 2 saisons, il fait pas grand-chose. Bon, il avait des QB de merde, mais tu oublies un peu, tu te dis bon. Et en fait, tu le vends contre ton j'en sais rien, moi. Le problème, c'est que j'ai que les bons receveurs en tête. J'oublie les busts, mais il y a beaucoup de busts. On regardera tout à l'heure, mais tu vends tes rookies, tes mecs que tu as eu en 1.08, 1.09 contre des joueurs en year 3, et en fait, tu accélères vachement ta capacité de content.
C'est ce que je voulais aborder comme sujet parce que il y a des statistiques qui sont assez dingos, notamment, je m'étais noté une chose. Alors, je vais donner de 2014 à 2022, parce qu'au-delà, on n'est pas encore sur une analyse de la notion de draft et de l'évolution des rookies. Mais en gros, de 2014 à 2022, globalement, par rapport à l'ADP, les rookies qui sont entre 1,01 et 1,03 ont perdu moins 0,3 de valeur par rapport à leur ADP en moyenne. Sachant que le pire a perdu 15 points en valeur ADP d'une année sur l'autre, alors que le meilleur a pris 18. On est sur un range petit où on en a quand même 7 où c'est positif, mais en gros, on est sur du négatif en moyenne. Ouais. Et en 1,04 à 1,06, on est à moins 2,9. Et alors 1,07, 1,09, moins 14, 1,10, 1,12, moins 13,6. Et ça, c'est que le premier tour. Je vous raconte Donc même tu pas, dis, c'est exponentiel. tu dis que donc là, par exemple, les mecs qui sont à la fin du premier round, ils ont perdu le maximum de value. Ah oui, exactement. C'est En ça, gros, en moyenne, ouais. ils perdent 14 places, si je veux arrondir, ils perdent 14 places d'ADP déjà de base, en sortant Ouais. en analysant. Ce Et qui est souvent, énorme. justement, c'est quand tu as une bonne équipe que tu as ces pics-là en plus. Tu as déjà une bonne équipe à la base, et donc si tu les vends pour un joueur qui peut t'aider tout de suite, c'est presque mieux, quoi. Même si ça fait chier parce que. En gros, la moralité de l'histoire, c'est ne pas surévaluer votre pic à la rookie. Alors, pour le coup, à la rookie draft, parce qu'encore une fois, il y a la startup et la rookie draft. Dans le cadre de startup, moi, personnellement, déjà, je trade que pour du swap, globalement, et j'essaie de gagner un pic pour plus tard ou un pic pour l'année prochaine. À la rigueur, si je sens que le board, il me convient et que je peux assurer, comme en vrai d'ailleurs, où tu vois, je fais une Rams comme cette année avec les Texans ou quoi que ce soit, je descends et puis je veux prendre mon joueur, je sais que je pourrais l'avoir ou je me démerderai, c'est pas un problème. Mais j'évite de vendre mes assets de l'année prochaine sur une startup, par exemple, ou de vendre même des pics de la startup sur la startup pour aller chercher des joueurs plus hauts, déjà. Parce qu'après, on se retrouve à plus de pics et à devoir combler les trous avec du free agent et donc de ce qui reste comme yet en free agency. Mais donc voilà, déjà, il y a ça. Et sur la notion qu'il vaut mieux peut-être utiliser ces pics rookies pour la rookie redraft pour aller chercher des joueurs qui ont déjà une valeur, qui travaillent déjà en NFL depuis un petit moment, et on sait qu'ils vont performer. Pas avoir peur de dire, attends, je vais te filer mon premier pick de l'année prochaine. Je préfère ça et d'avoir du coup un joueur où je sais qu'il va performer, évidemment, hormis la blessure, hein, évidemment, mais plutôt que de jouer sur la potentialité des choses. Et c'est pour ça que je te rejoins sur la notion, Marc, de pas avoir peur peut-être de, justement, si tu draftes Mario Hampton ou Trevion Anderson ou Christian Jenkins, les utiliser tout de suite comme asset pour les drafts, pour les trades tout de suite, quoi. Ouais. En fait, ce que tu viens de décrire, c'est, tu sais, le mime de Family Guy avec la boîte mystère, où il dit, mais en fait, tu vois, Garrett Wilson, c'est Garrett Wilson, mais la boîte, ça pourrait être n'importe qui, même Garrett Wilson, ça pourrait même être Garrett Wilson. Et c'est vraiment ça. En fait, on est conditionné à se dire, tu vois, même moi, le premier exemple que j'ai donné, c'est j'ai perdu Malik Neighbors. Mais en fait, pour une fois avoir perdu Malik Neighbors, qui effectivement me fout en l'air dans cette ligue-là, combien de fois j'aurais pu donner, si le mec, au lieu de prendre Malik Neighbors, il avait pris Rome Odunze, je serais pas du tout en train de pleurer, je serais en train de me dire, bon, tu vois, j'aime bien Rome Odunze, c'est pas ça la question, mais ça me ferait pas aussi mal. Je me serais dit, bon, C'est ça très valait dur, le hein. coup. C'est Ouais. très dur comme concept, hein. Il faut absolument, et même moi, hein, Ouais. j'ai encore du mal à me mettre en tête. C'est très dur comme concept. Mais ouais, il faut le faire, comme tu dis. Tu vois, on nous dit, il y a quelques saisons, j'ai refusé un second pour Fant, il s'en rappelle encore, Nimodo. Mais t'inquiète pas, Noah Fant, c'est sa saison maintenant, c'est sa saison. Mais tu Ou vois, pas. je vois France, il est dans le chat. Ouais. Je me rappelle une ligue où on est tous les deux ensemble, là, dans une ligue où il a tradé Kyle Pitts au bon moment. Il a rookie Ça, season. ouais. Voilà, Ouais. et il a dit, on était en train de discuter, il me fait, ah là là, j'ai une offre de dingue pour Kyle Pitts, avec des pics.
qu'est-ce que je fais? Je dis, c'est un tight end. Oh, Kyle Pitts, c'est peut-être Kyle Pitts, mais vas-y, vends-le. Et je crois, enfin, il est dans le chat, donc dis-moi si je me trompe, mais je crois de mémoire, il l'a vendu, mais voilà. Bon, Cher. après, Maintenant, il faut le il a racheter. bien. Maintenant, il faut Ah le bah racheter parce que c'est sa maintenant, saison, Kyle voilà. Pitts. Là, tu reviens Euh, avec un je sais pas combien de round, mais Avec The un Most cinquième. Forward, quoi. Ah Comme ouais, la même cri- pas, tu sais, les comme la rookie crypto, raiders, dès ils que ont ça 7 baisse, il faut fois. racheter. Les Fab. C'est ça. Tiens, j'ai $5. J'ai $5. Tiens, c'est pour toi. J'avais 2-3 questions. Je veux juste accélérer. Alors attends, parce que on en a parlé il y a 2 secondes. Ah ouais, tout simplement ouais, de dire bah, pour ça, du coup, pour les trades, il faut essayer d'anticiper un peu les narratifs. Donc, c'est pas juste regarder les performances, pour revenir à la question de Joe. Tu regardes aussi parce que c'est pas forcément ce que vont regarder les autres, et surtout pas ce qu'ils vont regarder s'ils sont en train de content. Mais en général, est-ce que le front office a changé? Enfin, est-ce que le coaching staff a changé? Coaching staff qui change, ça peut tout changer. Par exemple, Ben Johnson à Chicago pour DeAndre Swift. Moi, j'ai acheté DeAndre Enfin, Swift. il le voulait pas à Détroit déjà. Non, il en veut pas. Non, mais il en veut pas. Mais pour le moment, déjà, ça change par rapport à ce qu'ils avaient l'année dernière, tu vois. Ça lui donne un potentiel qu'il avait pas l'an dernier. Après, peut-être que ça arrivera pas, tu vois. Mais ils ont drafté un mec round 7. A priori, pour le moment, DeAndre Swift, s'il fait 2-3 bons matchs, ça revient à ce qu'on disait au début. 2-3 bons matchs pour DeAndre Swift avec un touchdown ou deux, bah, tout d'un coup, sa value, elle est bonne. Tu peux le revendre, tu vois, et faire une plus-value. Ensuite, les contrats. Savoir qui sont les joueurs en fin de contrat. Ne pas juste regarder, ouais, un tel a signé, Daniel Jones par exemple, a signé pour 4 ans, 160 millions. Non, en vrai, il a signé pour 2 ans et 80. 160, 4 ans, c'est s'il est bon, tu vois. Donc, s'intéresser un petit peu plus au contrat, regarder, tu vois, les trucs de salary cap France. Chez un coup, je sais pas s'il continue de manière très active, mais vraiment essayer de comprendre. Moi, ça fait 10 ans que je suis la NFL, je comprends toujours pas tout ce qui se passe au niveau des contrats, tu vois. Je me rappelle une année, Fournette, tu vois. Fournette, il avait re-signé un truc, 3 ans. Il draft Rashad White et quelqu'un m'a dit, mais Rashad White, en gros, ça veut dire Fournette, il est fini. Qu'est-ce que tu me racontes? Il vient de signer un contrat de 3 ans, c'est Fournette, tu vois. Et ben non, effectivement, l'année d'après, il a été cut et il a plus jamais rien fait. J'ai été con, si je l'avais écouté, j'aurais vendu Fournette à la bonne value. Donc les contrats, l'année rookie, enfin tu vois, tous ces trucs-là, s'il y a un rookie qui arrive dans la depth chart, un mec qui peut monter, etc. Tous ces trucs-là, c'est des éléments qui peuvent vous dire, parce qu'au final, c'est un jeu de volume, c'est un jeu d'opportunités, et si ces opportunités-là vont arriver, mais pas tout de suite, par exemple, j'en sais rien moi, le mec de Seattle, le receveur de Seattle, qui était JSN. ouais, merci, JSN. Oui. Pendant 2 ans, sa value, elle baisse parce qu'il joue pas. Et les mecs, ils se disent, putain, je comprends pas. J'ai utilisé mon pick 1,07 pour avoir JSN et il fait quoi et tout, il joue pas. Potentiellement, Rome Odunze, ça va être la même, tu vois. La value, elle était là-haut. Même Marvin Harrison, pour des raisons différentes, elle baisse. Et ça revient à ce que tu dis pour l'année sophomore. Tu te dis, le mec, ils ont dépensé eux-mêmes un first round, tu vois. Donc là, pour le coup, eux, ils ont dépensé un first round, ils ont investi là-dessus. Tu as Tyler Lockett et tu as DK Metcalf qui sont en train d'arriver à un certain âge et qui sont âgés, qui sont en fin de contrat, je veux dire. L'équipe qui arrive un petit peu en fin de cycle, JSN, il va forcément avoir un moment, une opportunité, tu vois. Et dès qu'il l'a, vu qu'il est fort, enfin, vu qu'on pense qu'il est fort, jusqu'à ce qu'il ait prouvé qu'il n'était pas fort, il devrait monter en valeur. Et tu as l'inverse, tu as Traylon Burks, par exemple, où tu pourrais te dire ça au bout de 2 ans. Je vais juste te dire pour Ah avoir non, Tout de suite, fallait mais faire- non, Ouais. Marc, mais non, fais pas ça pour Alex, sérieux. Voilà, il fallait qu'ils soient insultants. Mais c'est horrible. Exactement. Oh, l'attaque gratuite. Et le pire, c'est que cette année, il y a deux receveurs d'Arkansas que j'aime bien. Et Ouais, je t'oses m'étais pas, promis du coup. de plus de peu. Bah si, parce que justement, tiens, je vais te donner toutes ces. Tu parlais d'exemples d'investissement d'équipe. Les Detroit Lions trade up pour grimper, pour aller choper Tesla au 3e tour. Ouais, exactement. Donc, Et alors que tu lances une Tesla, fléchette, du coup, sur Tesla. Tu dis, je sais pas qui il est, mais ouais, il est c'est physique. ça. Ils ont trade up. Qu'est-ce qu'ils ont en tête pour Ouais. lui, tu vois? Et pourtant, même pour certains, notamment notre ami spécialiste de la CFB, Ryan, pour ne pas le nommer, lui, il préfère Andrew Armstrong, l'autre receveur d'Arkansas qui a été aussi, qui est en UDFA, mais qui a été drafté par Miami. Bon, ben voilà.
exemple. Ouais, et ça, c'est intéressant parce que surtout pour ceux qui suivent de très très près le collège et la NFL aussi, j'ai remarqué que, et c'est pas un reproche du tout, hein, mais c'est un conseil que je peux peut-être donner. Ils ont tendance à avoir leur propre idée de la valeur d'un joueur, de se dire: «Celui-là, je sais qu'il est fort, je l'ai vu jouer, putain, il est trop bon et tout». Je comprends pas pourquoi ils sont tarés de l'avoir laissé descendre jusqu'au 5e round. Pourquoi ils ont pris l'autre con, Savion Williams, au 2e round, mais qu'est-ce qui branle et tout? Et J'ai là, juste envie de chauffer Après j'ai juste envie de chauffer allez, Alex, hop, une autre balle perdue pour les Heu, Packers. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils prennent ce mec-là, et cetera? mais Et Marc, en qu'est-ce que fait je t'ai fait? pour une fois que c'est pas moi qu'on attaque. ouais, j'avoue. Et en fait, laissez-vous guider par les décisions du front office, même si vous êtes pas d'accord. Enfin, Laissez-vous sauf guider par Packers les maintenant. décisions du front office. Ouais, bon, celui des Packers, c'était peut-être pas le bon exemple, mais laissez-vous guider autant que possible par les décisions du front office parce que les mecs, c'est leur taf, ils ont scouté. Peut-être qu'ils font des conneries et il y a des fois où tout le monde dit: «Ouais, lui, ça va être un bust» et puis les mecs, ils y vont quand même et c'est effectivement un bust. Mais ça revient à ce qu'on disait au début, ils lui laisseront le bénéfice du doute, ils vont investir dessus, ils vont avoir 2-3 ans et il faudra vraiment qu'il prouve qu'il est nul avant de perdre son opportunité. Alors qu'il y en a d'autres, il faut au contraire qu'ils prouvent absolument pendant 3 matchs d'affilée qu'il mérite d'être sur le terrain, tu vois? Surtout Et si le coach est rookie dans sa franchise. mmh, Exemple, Cohen, qui arrive aux Jags avec Breshel Tutten en running back, alors qu'il y a déjà Travis Etienne. Voilà. Non, mais maintenant j'ai un doute avec le prénom. Travis Etienne et Tanks Bigsby. ouais. Ouais, et ça, c'est un exemple de coach qui a changé, ouais, exactement. Coach qui a changé, Travis Etienne, Tanks Bigsby, il draft 2 running backs à la draft. Qui va jouer, on n'en sait rien. Le mec, il a son idée, tu vois? Il a son idée. On sait que Tutten, il court plus vite que les autres. Peut-être que son idée, c'est de faire courir. C'est comme à l'époque, alors justement, on va commencer à chauffer un peu les Niners qui me cassent les couilles en dynastie avec leur running toujours. back du 3e round. L'année où ils prennent Trey Sermon au 3e round, Elijah Mitchell au 5e ou au 6e. Et en fait, ils font jouer Elijah Mitchell parce que le mec court vite et il correspond au schéma que veut Shanahan. Et tu dis, mais pourquoi ils ont pris Sermon au 3e? Ça fait partie des trucs. Il faut essayer de comprendre un peu qui prend les décisions aussi. Quel est tu vois, qui décide entre le GM, le coach, machin. C'est ça qui rend le jeu marrant aussi, tu vois. C'est que ça devient compliqué, qu'il n'y a pas de bonne réponse parfois. Tu veux qu'on parle de Trey Lance, peut-être? Oui. Non. J'ai vu j'ai vu un tweet passer avec le plus gros buzz de l'histoire de chaque franchise et c'était Trey Lance, celui des Niners. Alors, j'ai une autre question. Ah voilà, je l'ai retrouvée, je la cherche depuis tout à l'heure. Pierrot38, beaucoup de mal à faire des trades, toujours l'impression de me faire avoir. Ça, c'est vrai, on a toujours un peu l'impression que ça va mal se passer. Y a-t-il des outils pour connaître les compensations qu'on peut avoir, Lucho? Ouais, il y en a plusieurs. Tu l'as donné tout à l'heure, il y a KTC qui dispose d'un trade calculator qui peut aider. Après, il y a d'autres sites sur l'ami Google que vous pouvez Calc. utiliser. Fantasy Calc, il y a aussi les rankings de notre ami Justin Boone qui donne des valeurs de pics, etc. Donc, il y a plein de trucs sur Internet. N'hésitez pas à aller fouiller sur Internet. Ouais. Mais c'est vrai que ceux qu'on utilise le plus, la plupart du temps, c'est KTC et Fantasy Calc, c'est vraiment top. Ouais. En fait, il y a des trade value charts qui donnent une valeur en dollars pour les joueurs par rapport au ranking, tu vois. Donc, si tu as plusieurs joueurs dans l'histoire, tu peux essayer de les additionner. Là où ça devient difficile, c'est si tu as 2 joueurs d'un côté, un de l'autre, parce que faut que tu essayes d'estimer, OK, bah, si toi, tu reçois les 2 joueurs, qui est-ce que tu drops? En gros, il faut essayer de toujours équilibrer le trade pour que ça ait du sens dans votre tête. La valeur d'un pic futur, c'est ça qui est plus difficile à évaluer. Pour arriver à évaluer un pic futur, vous pouvez essayer de regarder les drafts précédentes et vous dire, OK, le mec, il me donne un 2e round, tu vois. Bah, il y a qui au 2e round? Parce que là, je regarde et je me dis, ouais, 2e round, ça peut être cool. Il y a des mecs, Baishul Tutten, il y a, j'en sais rien, Marcus Golden parfois qui tombe au 2e round, il y a Jalen Milroe, il y a des, tu vois. Et tu te dis, ben, OK, sauf que regarde les 2e rounds comme l'avait fait Alex tout à l'heure, les années d'avant, et essaye tu vois, de dire, bah, en fait, est-ce que je préfère avoir, je sais pas moi, le mec qui a été drafté au 2e round l'année d'avant, et prenez pas le gars qui a hit, tu vois. Dites pas, ouais, il me donne un 5e round, mais 5e round, il y a 2 ans, j'ai réussi à avoir Isaiah Pacheco. Tu peux avoir de la bonne value au 5e round. Non, c'est impossible d'avoir de la bonne value au 5e round. Une fois de temps en temps, tu as de la chatte.
Tu as un Pacheco, tu as un Tracy. Le reste du temps, tu as des mecs qui sortent même pas de ta taxi squad et voilà. Mais oui, il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils, Pierrot. On les a listés sur le site fantasyballers.substack.com. Fantasy je crois. Ballers, non Fantasyballers.substack.com. Ouais. Il y a un endroit où on a mis nos outils préférés. Ça comprend, j'y arrive pas, la dynastie, la redraft, le baseball, enfin tous les analystes qu'on aime lire. Lucho, tu as dit Justin Boone. Alex, toi, je sais pas si tu en as que tu aimes beaucoup lire, en qui tu as confiance, que tu suis. Bah, après, il y a Matt Harmon. À part par moi, rapport évidemment. Ouais, non, mais à part nous. Matt Harmon pour les receveurs, ouais, spécialiste des receveurs. Pour les receveurs, spécialistes des receveurs. Après, il y a Nerd. J'aime bien suivre Nerd, Nerd Fantasy ou Fantasy Nerd, je sais plus dans quel sens. Fantasy Nerd. Ouais, c'est Dynasty ça. Nerd, non? Bon, je sais plus. Ouais, Je crois que c'est Il y a Dynasty Nerd. Nerd. Il y a Nerd dedans, N-E-R-D. Il y a certains articles que j'aime bien chez Football Guys. Mais il faut être Maintenant, abonné après, normalement. mais tu as à disposition quand même certains Ouais. articles, même à disposition, déjà gratuitement. Après, j'écoute des podcasts et surtout un podcast parce que j'aime bien les débats et du coup, ça me fait réfléchir parce que j'aime les idées arrêtées. C'est nous qui devons les avoir. C'est pas eux c'est pas les gens qui vous conseillent qui dirigent vos équipes. Donc c'est vous qui devez prendre vos décisions. Il faut assumer dans un sens comme dans un autre. Du coup, il faut de la réflexion. Et moi, Roto World NBC, j'adore. Ils sont très tranchants, ils sont très très clivants. Et ils sont pas d'accord entre eux et je trouve que ça alimente la réflexion personnelle. Parfait. Ouais, il y a plusieurs et l'impression de se faire avoir, t'inquiète pas, on l'a tous, même nous. Oui. Tu peux toujours essayer de mettre ton trade dans un calculateur. Regarde, je peux faire une démonstration si tu veux rapidement. Je sais pas si tu es encore en ligne d'ailleurs, mais ça servira aux autres. Dans un calculateur comme Fantasy Calc. Tiens, Dynasty, LFO, FB, c'est parfait. Je vais faire ça. Je crois que j'étais en train de regarder justement des trades tout à l'heure. Faites pas d'arrêt sur image. Hein. Alex, ça c'est Alex LFO. Lala Packers, t'as qui dans ton roster? Tiens, Quinshon Judkins. Non, tu vois, par exemple, alors moi c'est la ligue qu'on fait avec LFO. Ça, on est 6 Fantasy Ballers et 6 LFO. Sur Fantasy Calc, tu peux mettre tes ligues, comme ça, les réglages, ils sont déjà mis, tu vois, là, il sait que c'est une ligue à 12, il sait que c'est 0,5 PPR, il sait que c'est du super flex. Là, je vois la Packers avec la value de son roster. Bon, il est nul. Ben non, c'est pas mal, hein, il est 4e. Moi, il me manque des receveurs, tu vois. Mon meilleur receveur, c'est T. Higgins. J'ai drafté Burden, j'ai Waddle, Ayuk. C'est des bons receveurs, mais j'ai pas de WR1. Bon, c'est pas un bon exemple parce que si, t'as Puka. Alors, imaginons, je vais regarder quand même Lucho parce que c'est peut-être plus rigolo. Ouais, moi, mon équipe est pas ouf. Mais tu viens de dire Ayuk, regarde, dans toi, ton receveur. t'as Justin Jefferson et Harrison. Alors, par exemple, si je voulais Marvin Harrison, alors je tape Marvin Harrison. Tu l'auras pas. Non, je sais. C'est pour ça que je peux le faire. Je tape Marvin Harrison et ça me propose d'ailleurs des joueurs à donner, tu vois. Donc je pourrais dire, bah tiens, Lucho, peut-être qu'il a besoin d'un QB, tu vois. Son QB, c'est Jared Goff et Richardson, il est dans la merde. Je vais lui donner Bonix. Oui. Parce que moi, je suis fort en QB. Moi, j'ai Josh Allen, Bonix, j'ai Stafford et j'ai surtout Tyler Shock, le meilleur QB. J'illustre, hein, pour ceux qui font que écouter, je suis juste en train de faire une blague. Donc bref, imaginons ça dit, c'est équitable, ils ont exactement la même value, ok. Donc voilà, imaginons maintenant, je voulais rajouter, je sais pas, un pic, je veux aussi son pic 2026, je veux son round 2, donc ça me dit, ça vaut à peu près 1437. Là, vous voyez un truc qui s'appelle waiver adjustment. En fait, je vais faire encore mieux, je vais mettre un autre joueur. Je vais dire, je suis intéressé par Braylon Allen parce que je pense qu'ils vont trader Breece Hall, tu vois. Je veux Harrison et Braylon Allen. Là, ça me donne une value adjustment qui dit en fait, tu reçois 2 joueurs, t'en donnes un, donc tu vas être obligé d'en dropper un. Donc en fait, ça te fait perdre, ça te rajoute un petit peu de value dans ton trade. C'est comme si tu envoyais un joueur qui vaut 546 à Lucho. Exactement comme les pics compensatoires dans la draft en vrai, quoi. Exactement. Quand on a à la fin de round 3 ou quoi que ce soit, on vous donne entre guillemets une valeur compensatoire. Valeur compensatoire pour équilibrer votre trade.
Donc là, je me dis: «OK, bah, moi, je veux Harrison et Allen». Bonix, lui, il me dit: «Non, c'est pas suffisant, je suis en galère de tight end, je veux aussi Jonnu Smith». Donc là, on est de nouveau à 2 et 2 et pour la route, je lui donne, Joe Flacco parce qu'il est vraiment nul en QB. Donc voilà, on arrive sur ce trade-là. Bon là, tu vois, ça vaut à peu près le coup, 149, c'est à peu près équivalent. Il y a un nouveau truc sur Fantasy Calc qui est l'IA. Alors ça, c'est très rigolo parce que franchement, c'est pas mal comme, C'est hyper bien fait. c'est vachement bien fait et au-delà du résultat qu'il vous donne, si vous le lisez, ça vous fera réfléchir à comment analyser ces trades. Donc très rapidement, donc là, je rappelle, hein, j'envoie Bonix et Jonnu Smith. Je reçois ah bah non, c'est moi qui reçois Flacco en échange de Bonix et je reçois Harrison et Braylon Allen. Donc ça, il le dit. Donc tu reçois un super jeune receveur, Marvin Harrison, un jeune running back backup et un vieux QB, Flacco. Donc, tu essaies d'obtenir une superstar, un peu de depth en running back, etc. Et plus une short-term option en QB. Il dit, donc il fait tout un breakdown. Il dit, ouais, la value, elle est bien, c'est 149, c'est assez proche. Est-ce que tu devrais accepter? Bah ouais, tu reçois un receveur potentiellement élite, très bon pour ton long terme, tu vois. Tu donnes Jonnu Smith, mais qui a presque 30 ans, donc ça revient à ce qu'on disait, à quel moment tu donnes les joueurs, c'est aussi une question d'âge. Tu faut regarder à quel âge les mecs ils disparaissent en général, selon le poste, c'est un peu différent. Pourquoi tu devrais décliner? Ben, tu donnes Bonix, c'est un jeune QB en superflex, ça a énormément de value, c'est très difficile à trouver. Du coup, mon starting line-up, j'aurais Matthew Stafford comme QB2, donc c'est un peu plus difficile. Et là, il me dit, bah, je recommande de décliner parce que recevoir Harrison, c'est super, c'est tentant, mais de donner Bonix et de le remplacer par, même avec Josh Allen comme QB1, il dit c'est très risqué. Si tu veux absolument obtenir Marvin Harrison, explore d'autres moyens en gardant Bonix ou en obtenant un meilleur starter QB en retour. Donc tu vois, franchement, c'est de l'IA, mais c'est très précis comme procédé, thought process. Pour, pour arriver à te dire bah, est-ce que je me fais avoir ou pas. Et surtout, en fait, tu sauras jamais si tu te fais avoir ou pas. Parce qu'en dynastie, justement, si ça se trouve, tu te fais avoir pour les 3 premiers mois, et puis l'année d'après, en fait, ton trade, il devient trop bien, tu vois. Voilà. Il y avait une autre question, il faut juste que je la trouve, qui était très intéressante. Qui l'a posée? C'est cool aujourd'hui, il y a plein de gens en ligne. On est 20 sur tout le podcast, Ouais. je crois que j'ai jamais vu ça. Zut, Oui, elle parce est que tout où le monde a ma peur question? avec les trades. Grave, c'est Ah ça. là voilà, ça c'est super important, surtout en France, on a plein d'IDP. Donc ça, c'est une question pour toi, Alex, en particulier, d'abord. Yes. Et si je suis pas d'accord avec toi, je dirais autre chose. Mais toi, Big Johnny, la ligue Big Johnny, tu as combien de divisions maintenant? Tu en as 4, 5? Je suis en train de créer la 4e. 4e. Donc toi, c'est Mm. une ligue dynastie avec un roster offensif complet et ensuite un roster défensif quasi Superflex. complet, super flex, et 6 défenseurs, c'est ça? 7 défenseurs individuels. Et 7 parce qu'il y a un flex en IDP. Ouais. Donc, sa question à Dr. Good, en roster avec IDP, disons à 12 joueurs, à quel moment vous attaquez les 6 défensifs? Vas-y, Lucho, on va répondre ensemble. On va répondre ensemble. Le plus tard possible. En fait, moi, je vais te dire, j'utilise les derniers rounds pour prendre les défenseurs. J'en recrute aucun avant parce que ça n'a strictement aucun sens. Les défenseurs, c'est comme les tight ends, en fait, quand ils sont rookies, quand ils arrivent en NFL. Alors, d'une manière globale, attention, je lui explique. Mason Graham, pour ne citer que lui, par exemple, arrive aux Browns. Il est évident qu'il va être titulaire. De l'autre côté de Garrett Wilson. Non, de Garrett. Garrett comment? Miles Garrett. Miles Garrett, merci. Miles Garrett, ok. Simplement, techniquement, les gens le draftent peut-être autour de. Allez, c'est quoi? Round 9, 10 peut-être, hein, dans ces alentours, à mon avis. Jamais de la vie, je mets un round 9 ou 10 sur un defensive end. Voilà, c'est pas possible. Donc, du coup,
je ne vais pas prendre des stars. Je ne vais pas niquer des receveurs à potentiel, des running backs à potentiel, des tight ends peut-être même à potentiel en fonction du format, pour des défenseurs. Donc les défenseurs, je les prends parce qu'il faut quand même les mettre dans le roster quand en startup, il faut quand même les mettre dans le roster. Donc je vais les prendre, forcément, je vais les prendre dans le dernier tour. Et sinon, ça se stream parce que voilà, il y a des gars, ils peuvent sortir. Par exemple, un Léo Chenal, personne ne le voulait, même il a été même drafté en IRL tard. Bon, bah voilà, maintenant il a de valeur. Je sais pas, celui qui a été tradé, Spillane, par exemple. Spillane qui est passé de Las Vegas aux Panthers en termes d'IDP en fantasy. Patriots. C'est des machines à plaquage, comme Blake Martinez l'était, par exemple, à l'époque. Ok, dans la vraie vie, ouais, mais c'est un linebacker qui sait que plaquer. On s'en fout, parce qu'en fantasy, ça compte. Sauf que Spillane, c'est un mec qui était free agent en fantasy. Donc, les IDP, ne les draftez pas. Si c'est la rookie redraft, faites-vous plaisir à la rigueur parce que vous êtes stack et que vous êtes contender. Mais sinon, aucun sens de niquer vos values en termes de pick. Alors, en startup d'abord et en rookie draft encore plus parce que la valeur est plus forte. Vous avez que 4 ou 5 tours globalement en rookie draft. Ouais. Donc, le plus tard possible. Pour ceux qui partagent des ligues IDP Dynasty avec moi, vous n'avez qu'à regarder mon roster. Aujourd'hui, en mai, en général, j'ai 1 ou 2 défenseurs qui sont encore là. Et le reste, je m'en sers pour, je m'en sers pour des running backs, des receveurs qui pourraient être hypés pendant la pré-saison. C'est comme, ouais, c'est un peu dommage parce que moi, c'est pour ça que je suis pas un grand fan des ligues IDP. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de scoring idéal qui récompense vraiment les très forts, sauf à l'exception des pass rushers. Ça sera peut-être la seule exception s'il y a un bon pass rusher. Il fera toujours des bons matchs, des bonnes saisons, mais même lui, il fera pas des matchs tellement forts que tu vois, tu peux pas trouver un autre pass rusher qui fasse le taf, tu vois, qui soit juste en dessous. Et du coup, j'ai tendance à ne pas les drafter du tout parce que d'autres joueurs de ma ligue, d'autres managers, eux, les prennent bien avant le moment où je suis confortable de les prendre. Et au contraire, je me dis, les mecs, ils prennent tous des défenseurs, trop bien. Moi, je pensais que, j'en sais rien, je dis encore un exemple, j'hésitais au round 4 ou round 5, j'étais en train d'hésiter entre Waddle et Olave. Je savais pas trop lequel prendre, tu vois, Waddle, il y a encore, tu vois, je vais pas rentrer dans les détails pourquoi j'hésiterais entre Waddle et Olave. Imaginons, j'hésite entre Waddle et Olave, et puis ensuite, je me dis, là, il y a 12 pics avant mon prochain, c'est sûr, l'autre, il sera pris. Et en fait, les gars, ils commencent à prendre 4-5 défenseurs, il y a un petit rush, et puis après, il y a quelqu'un qui prend un running back, et en fait, trop bien, en fait, j'ai eu les deux. Donc, ouais, je prends très très peu d'IDP, sauf si j'ai l'opportunité pour un gros pass rusher. Après, moi, c'est parce que je fais des ligues où j'aime bien les IDP parce que je veux avoir la notion de défenseur. En vrai, la NFL, tous les joueurs sont intéressants et du coup, d'aller chercher même les rookies, un Jared Verse, voilà, il y en a peut-être qui sont précipités. L'année dernière, le linebacker des Eagles, personne ne l'avait pris, par exemple. Ouais, alors Zach Bone, Ouais, si c'est en dynastique, Zach Bone, il était déjà dans. Enfin, moi, tu vois, je l'avais déjà, par exemple, mais. Parce que j'avais même des Saints, tu vois, pour te dire, parce que c'est un gars de Wisconsin, donc c'est peut-être pour ça que j'ai fait un peu mon Homer. Mais oui, mais par rapport au rookie, justement, de certains, par exemple, un Buchanan, linebacker Buchanan, qui est une petite pépite. Ryan, merci encore de m'avoir fait revoir les tapes sur lui. Voilà, je le prends, je le stash, je le fous peut-être si j'ai du taxi squad à la rigueur plutôt qu'un receveur où je sais que ça servira à rien, que ce sera équipe spéciale. Mais bon, voilà, par exemple. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Alex, sur le fait de prendre plutôt des RB ou des WR plutôt que des défenseurs à certains moments de la draft. En fait, c'est simple, tu vas prendre des défenseurs, mais tu vas te retrouver avec un RB3 ou un RB4 à un moment donné dans ton roster. Autant prendre un RB2 ou un RB3 à upside plutôt qu'un défenseur à ce moment-là, parce que les défenseurs,
en fait, tu peux trouver des défenseurs qui vont scorer, même sans les prendre, sans prendre des stars ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'amplitude de score. C'est-à-dire que, est-ce que tu privilégies de prendre des défenseurs qui peuvent marquer, on va dire, 15 ou 20 points, mais te retrouver avec aucun RB de secours si jamais tes deux RB se blessent? Ou alors, est-ce que tu préfères assurer le coup avec un RB qui peut être RB2 ou RB3, où tu sais qu'il peut scorer une dizaine de points si jamais il y a une blessure, il peut même monter à 15 ou 16 points et prendre des défenseurs après. En fait, Et il faut. c'est même Il plus que faut... ça, même. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Il faut Non, mais dans le plutôt sens, privilégier. ça met pas forcément que des points. C'est qu'on est en dynastie. En plus, il y a de la value. Tu pourras les utiliser comme trade. Oui, non, mais voilà, c'est exactement ça. Moi, je préfère. C'est. Et là, c'est vrai qu'on a une dynastie qui est en cours avec Alex Locke, avec Péchou, avec tout ça, avec des copains. Et c'est vrai que en fait, on a vu le rush arriver avec Alex et on disait, oh là, ça va Ah, rush au niveau des défenses. on l'a On, annoncé en on plus. l'a Hein. annoncé le tour d'avant, on s'est dit là, ça va rush On s'est dit, défense. ah Et là, ça big va rush défense, sûr. Et nous, on regardait ça et en fait, on continue de prendre nos receveurs et nos running backs Et tranquillement. peut-être qu'ils vont nous donner, ils vont avoir raison et ils Ah vont oui, nous bien donner sûr, tort parce que notre équipe. bien sûr. Mais c'est pas une critique. Ah non, non, C'est loin de juste, là. euh, Loin de là. Mais j'ai vu la il n'y a pas, discussion y a aussi pas, y a pas de règles. avec d'autres gars comme Val notamment qui fait beaucoup de ligues IDP qui m'avait dit moi je comprends pas pourquoi tu piques pas d'IDP alors que tout le monde est en train de piquer. Je lui ai dit bah écoute pendant ce temps-là ces gars-là bah, ils vont pas avoir de solution de secours quand leurs joueurs vont se blesser ou quand tu vas y avoir des bye week alors que moi je suis tranquille à ce niveau-là. Voilà. Et je préfère prendre des défenseurs après au cas où même en streamant comme France l'a dit tout à l'heure sur le chat ou comme tu l'as dit Marc. Ouais. Pour moi la défense ça se stream. Ouais, en fait, la conclusion, si vous avez des ligues ITP, vous pouvez faire l'exercice, allez sur les joueurs disponibles, enfin sur les top joueurs de l'année dernière, par exemple, et regardez combien il y en a qui sont sur le waiver, et vous verrez qu'il y en a. Et ensuite, faites le même exercice sur les running backs et les receveurs, et simplement, vous verrez que si vous analysez un peu ce qu'il faut faire pendant la saison, c'est analyser un peu ce que font les coordinateurs défensifs, qui joue, qui est l'adversaire, est-ce qu'il va beaucoup courir, donc il y a un linebacker qui a peut-être l'opportunité de faire plein de tacles, est-ce qu'ils vont faire plein de passes, il y a peut-être un cornerback 2 qui va se faire viser par un mec et qui aura l'opportunité de faire quelques tacles et quelques passes deflected, etc. Mais il y a toujours des mecs dispo sur le waiver qui peuvent faire des bons matchs. Alors que des running backs dans des dynasties où on a des rosters à 25, 26, 27, de trouver des running backs sur le waiver, c'est impossible. Donc, alors, Aptine, il raconte n'importe quoi, comme d'habitude. On peut avoir un ranking fantasy. Au moins, il est là. Attends, au moins, il est là. J'étais en train de voir. Le sniper est là, Et il est en train de snipe. comme d'hab. Alors, Et est-ce ça que. me fait plaisir de voir qu'il est vivant parce que franchement, je me Ouais, disais, c'est vrai, ben, parce qu'on n'a jamais de nouvelles, sauf quand les waouh, Knicks jouent. parce que quand on lui Si, pose il des est questions, vivant, il y a on les peut Knicks, se faire là. foutre. Mais Moi, Il y a les Knicks. j'ai des news parce qu'il y a des grands prix de Formule 1 le dimanche. Sinon, Zinkou qui demande est-ce que vous pouvez revenir sur mon avis de ne surtout pas prendre des noms en fin de startup draft à qui il reste 1-2 années au mieux et de mettre des darts sur des rookies. Ouais, alors ça, je suis 100% d'accord. Même si on les connaît ni d'Eve ni d'Adam. Zinkou, nous, on connaît 430 joueurs dans une spreadsheet. Ok, on les connaît, les mecs. On les connaît. tu sais qu'à force que tu le dis, je sais pas si tu te fous de ma gueule ou. Mais non, mais pour de vrai, on Je les sais connaît. pas, j'hésite. On les connaît. Après, de savoir lequel va bien jouer ou pas, c'est un peu de la chance, mais on les connaît. Mais oui, 100%, je dirais, à la fin des startups. Sauf si vraiment vous vous dites, encore une fois, ouais, je vais tout donner pour l'année 1, mais je recommande absolument pas cette approche. Je pense qu'il faut multiplier, et c'est la raison pour laquelle je ne prends pas d'IDP. S'il y a des IDP, je les prends pas. Je multiplie les dart throws sur des jeunes running backs en particulier. Parce que les receveurs, c'est plus difficile. Pour un receveur complètement inconnu d'arriver à faire une Pukanakua, franchement, il n'y en a pas souvent. Mais des jeunes running backs, ça, il y en a plein pour le coup. Et c'est très difficile de savoir lequel va être là. Et donc, effectivement, en multipliant les options, il y a plus de chances de trouver le mec qui va prendre de la value. Ouais. C'est là que l'importance Ça revient à ce qu'on disait au aussi, début. elle est importante. C'est comme Tu ça, draftes. tu peux les mettre sur le taxi squad et puis après, tu peux récupérer après des défenseurs ou des trucs comme ça en Ouais, stream. ça fait une équipe de San Francisco derrière. Non, mais regarde, et justement, il le dit très bien. Anderson Silva 92, c'est ça? Ouais. Ouais. Et
On vient de Les signer gros Fred contrats, Warner pour 3 ans et 63 voilà. millions, 56 garantis. Sachant, et il dit justement Warner 3e round, Kittle 5e round, et puis évidemment Purdy, Mr. Irrelevant. Aïe. Ok. Bah voilà, hein, je crois qu'on a dit l'essentiel. À part ah si, bah juste ouais, Franz il dit aussi pour les IDP viser les cornerbacks 2 plutôt que les cornerbacks 1 parce que justement un cornerback plus encore que les autres, mais même linebacker c'est un peu pareil. En fait, c'est les mecs qui se font viser parce qu'ils sont moins bons. Et les shutdown corners comme Sauce Gardner, comme j'en sais rien, dis-moi des noms parce que je les connais pas. Le mec de Denver, etc. En fait, ils font pas des bons scores Ouais, fantasy c'est parce que ils sont tellement forts que le QB il essaye même pas d'aller dans leur direction. Bonzo, Patriot, c'est pas la peine de le viser quelque Ouais. part. Non, il faut viser des rookies. DB dans Les rookies sont DB testés. ou DB dans le sens ceux qui Safety. sont en nickel, les cornerbacks ou safety, cornerbacks nickel parce qu'ils vont jouer dans le slot, ils vont défendre des joueurs de slot, donc ceux qui ont le volume. Les tight ends, ils vont aller dans la boîte aussi. Mm. Et les safety viser à la rigueur même les strong, parce que les strong peuvent aller chercher des sacs, peuvent aller justement tacler beaucoup plus, parce que justement là aussi ils vont pouvoir aider le nickel cornerback. Donc au niveau des DB c'est ça, les linebackers, les machines à plaquer hein, forcément, et puis les defensive ends. Alors pas ceux qui sont dans les 34, c'est pas trop les defensive tackles qu'il faut prendre, Non, surtout plutôt pas. des defensive ends, des edge en fait. Voilà. Bah pour moi, c'est vraiment ça. C'est pass rusher, c'est les seuls où les superstars sont vraiment les meilleurs. Parce que le but, c'est d'avoir des sacs et c'est les meilleurs qui ont des sacs. Linebacker, je m'y connais pas suffisamment bien en défense, mais j'ai rarement l'impression que c'est vraiment les mecs. Si tu compares des listes de top linebackers en vrai versus ce que moi je vois en IDP, j'ai pas souvent les mêmes noms. C'est souvent des mecs qui sont très très présents, qui sont partout et qui défendent taclent. beaucoup, qui sont sur le terrain tout le temps donc c'est plus des mecs qui ont du cardio que des mecs qui c'est vont des chercher inside des stats. linebackers. Et des inside linebackers qui font plein de tacles. Voilà. Et ensuite, les corners, les stars, il faut surtout éviter. Ils ne font rien parce qu'ils sont tellement forts qu'ils se font éviter. Et par contre, les safety, les strong safety, les mecs qui font un peu de tout, tu vois, qui peuvent prendre un sac de temps en temps, des interceptions, des tacles et des machins, et qui sont beaucoup sur le terrain, ça rapporte un floor. Un rookie, un mec comme Eman Woury à Seattle, par exemple. À la première année, tu peux y aller. À mon avis, là, c'est la bonne valeur. Il se fait tester, ouais. Et comme il est fort, à mon avis, il sera. Bah, Inch'Allah. Ouais, comme il devrait être fort. Ouais. Surtout contre les Niners, je pense qu'il va bien se donner. J'ai hâte de voir ça. 12 men. En week 1, en plus, ça va être sympa ce petit duel-là. J'ai hâte. Week 1, ils seront pas encore assez près, les Seattle, ils changent de tout. Alors. Ouais. Tant mieux. Prenez pas Aptin en fantasy, parce qu'il joue cornerback shutdown en flag. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, sinon, on pourrait en parler pendant des heures de Dynasty, parce que forcément. Mais je dirais pour conclure, trois trucs importants. Toujours penser, avoir son plan et penser à quelle action on est en train de faire. Est-ce qu'elle est en relation avec notre plan ? Est-ce qu'on est en train de continuer à bâtir ou est-ce qu'au contraire, il faut patienter ? Voilà, c'est les piliers. Il ne faut pas toujours faire un truc juste pour faire un truc. Parfois, il faut simplement attendre, prendre son mal en patience, viser de la value future, etc. Un peu comme un gestionnaire d'entreprise, quoi. Hein, tu gères tes assets, t'achètes quand ça coûte pas cher, tu vends quand ça coûte cher. Mais une fois de temps en temps, c'est très dur à faire. Ouais, c'est très dur à faire. Et puis une fois de temps en temps, il faut savoir justement prendre le risque et dire maintenant on y va et on va chercher ce titre. De toute façon, on est tous passés par des trades pourris. Moi, j'en ai des tonnes, mais je pense qu'on est tous passés par là. Si on était devin, on gagnerait toutes nos ligues et c'est pas le cas. Et surtout se faire plaisir, comme dit Dr Goot. Donc voilà, ça c'est le plus important. Faut pas s'embrouiller, faut pas. Alors le dernier truc que je dirais, parce que ça arrive souvent, on a donné des calculateurs, des keep trade cut, des fantasy calc, des machins comme ça. C'est des guides. Si quelqu'un fait un trade qui a aucun sens sur le papier
et que vous regardez le truc et vous dites, mais il est con, quoi. Pourquoi il a fait ça? Attends, mais moi, je veux veto, je veux le mettre dans le keep trade cut. Regarde, ça vaut pas, c'est injuste et T'inquiète, il y tout. a des comiques qui le font. Ouais, je sais. C'est pour ça que je le dis. Franchement, faites pas ça. Nous, on est contre les vétos en général et en dynastie. Bah, ouais, ok, parfois c'est un peu chiant. Faut juste s'assurer que ça soit pas fait exprès, qu'il n'y ait pas un mec qui dit mais moi je m'en fous, de toute façon je me casse l'année Ouais, il faut prochaine. éviter la connivence. Ouais, il faut éviter la connivence, il faut éviter le mec qui lâche l'affaire, qui machin. Mais si le trade il est pas équitable sur Keep Trade Cut, on s'en fout parce qu'en fait ça change tout le temps. Ça change tout le temps, ça change très vite. Donc ne venez pas dire tu t'es trompé, tu as fait de la merde, etc. juste à cause de ça. Parce que c'est des guides. Si vous voulez pas si vous n'allez pas avoir l'impression de vous faire avoir, faites-le et dites-vous bon bah si c'est à peu près proche, c'est que ça va, tu vois. Mais ensuite, le plus important, c'est de prendre les joueurs que vous voulez pour votre stratégie et tout ça. Je rebondis aux jeunes commiches qui ont, c'est bien, parce qu'ils tentent à créer des ligues, ceux qui font leur première ligue ou quoi que ce soit, ne donnez pas justement la possibilité de voter sur les trades. Vous vous éviterez justement des maux de crâne à devoir débattre et à devoir faire l'arbitre là-dessus. Non, non, tout le monde est majeur et vacciné, on est une bande de potes, on est là pour On jouer, est c'est un jeu. consentant. C'est un jeu, je le dis tout le temps, c'est un jeu, n'oubliez pas. Parfait. J'ai demandé sur Twitter et sur Discord et tout ça de nous partager vos meilleurs trades, vos pires trades, etc. Continuez à le faire. Ouais. On n'a pas eu le temps trop de regarder. C'est là où je vais prendre cher. Dites-nous dans les commentaires de la vidéo sur YouTube vos meilleures décisions, vos pires décisions, ce que vous allez faire cette année. Si vous allez changer quelque chose après avoir écouté cet épisode, n'oubliez pas de liker, commenter, faire tout ça. C'est super important pour nous. Et puis voilà, je sais pas quand on se reparle, mais on va bientôt organiser les baseballs pour 2025. On va bientôt aussi donner le formulaire d'inscription pour les ligues Fantasy Ballers l'année prochaine. Donc restez à l'écoute, restez à l'affût. J'imagine que Et on va relancer aussi les halftime show off-season. On va faire un format show. Là, j'ai un peu de temps parce qu'elle est un peu perdu de temps parce qu'il y a un peu d'autres chats à fouetter à titre perso en ce moment. Mais oui, vraiment refaire des halftime show, mais notion off-season, justement, analyse, rookie, draft, discuter un peu avec toujours un manager invité. Parfait. Un ou plusieurs. Ah oui. Il y a un barbecue de prévu ou... Ah ouais, putain. Un petit barbecue de prévu. Ouais. Ok, très bien. Surtout que je suis en train d'apprendre à les connaître, ces zigotos là. Il y en a. Ah, ça risque de durer 4 heures l'émission. Ça va être une radio libre, je vous préviens. On va pas commencer à 17h pour finir à 23h. Hein. Non, mais moi je recommande. Je pense une Captain a série raison. Netflix. Je pense Captain a raison. Il faut organiser un barbecue chez toi, Lucho, et faire l'épisode en live là-bas. Moi, j'attends. J'attends toujours. Hein. J'ai proposé, j'ai pas eu de réponse. Donc, sur Restream, on peut avoir que 6 personnes, je crois. Peut-être plus, mais alors que si vous le faites en live, là tu peux filmer le barbecue, la table et voilà, épisode live. Et il y a de la place. Filmer le barbecue, c'est comme les cheminées à la télé, ça. Avec le bruit qui va avec et tout. Allez, sur ce, merci Alex, merci Lucho. On vous dit à très vite. Merci à tous de nous avoir suivis. Franchement, c'était incroyable. Je regardais les stats de trucs. Il y avait 20 personnes qui ont suivi tout l'épisode, alors que ça fait 1h30 qu'on chatte. J'adore. J'espère que ça annonce des très belles choses pour la saison à venir. Bonne soirée à tous et à très vite. Ciao. Ciao.